Salam alaikum, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel numéro de votre émission, l'émission L'A'lam. Le moral n'est pas au top aujourd'hui comme vous pouvez vous en douter. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé dans cette CAN, ce qui se passe avec notre football et proposer peut-être quelques pistes pour l'avenir. Voilà, la team aujourd'hui, le doc, Yassine, marhaba. Merci. Ça va pas des masses, j'imagine. Non. Non, mais je crois qu'il y a un petit souci et puis qu'il va falloir se ressaisir, rebondir comme le ballon. Voilà. Et que ça va venir. Bah, on l'espère. Le président de la fédération d'escrime, Raouf, marhaba. Marhaba bikoum et merci encore de me compter parmi vous. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah, sauf un peu fatigué après quelques compétitions. Les dernières échéances. Oui. Et le nouveau venu, un jeune retraité du football, Riles Qadi. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je suis content d'être dans l'émission. Ça fait un moment et ça fait un moment que je pensais pouvoir passer. Bon, c'est pas le meilleur moment. Dans les meilleures circonstances. Voilà, mais c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, pour parler de ça et voir s'il y a des solutions, ce qu'on peut faire pour cette équipe nationale et le football algérien en général. Voilà, tu seras l'œil du joueur aujourd'hui. Voilà. Marhaba, Riles. Ça, merci beaucoup. L'A'lam, saison 1, épisode 6, c'est parti. Voilà donc retour sur cette CAN 2017 qui est finie pour nous. Hein. Yassine, on commence avec toi. Comment on se sent au lendemain d'une élimination comme celle-là? Triste d'abord. D'abord parce que on aime le football, tous ici, beaucoup de nos concitoyens. Mais surtout, on n'aime pas perdre, comme tous les gens qui aiment le football, et on préfère gagner. On adore notre équipe nationale. On aime nos joueurs. Il y a beaucoup de supporters qui ont même été sous la pluie pour les suivre au centre-ville. C'est extraordinaire. Et tout le monde est un peu triste. Mais bon, c'est la loi du sport. Et puis, il va falloir, comme je l'ai déjà dit très vite, rebondir, réfléchir. Il y a des solutions à tout. Et c'est comme ça. Voilà, on va peut-être commencer par un petit débrief du match d'hier, puisque c'est tout frais. Voilà, un premier mot sur le match d'hier et ce match nul contre le Sénégal. Bon, ce match nul qui était le dernier pour nous déjà, comme il l'a dit le docteur, il faut déjà accepter la défaite, digérer déjà la défaite, parce que il faut avouer qu'on a perdu sportivement. L'arbitrage était très correct durant toute la CAN. Tous les matchs pratiquement, contrairement à d'autres CAN, cette fois-ci on a vu qu'il y avait un bon arbitrage, une belle pelouse pour notre équipe d'Algérie, un beau stade, il y avait du fair play total, ce qui fait que sportivement on a perdu. Il faut premièrement déjà commencer à accepter la défaite, reconnaître qu'on a perdu sportivement, ça va nous aider à regarder de l'avant et rectifier ce qui ne marche pas, sportivement toujours. Et sur ce match alors? Et politiquement. Sur ce match, bon, je peux dire que on est un peu déçu parce que c'est l'équipe réserve c'est une du équipe Sénégal. Z du Sénégal. Ouais, pratiquement il y avait 10 joueurs ou 7 joueurs titulaires c'est-à-dire qui 10 joueurs. Pas, parce que bon, ils se sont qualifiés avant le match de l'Algérie. On a trouvé beaucoup de difficultés, on n'a pas pu garder le score. Quelques minutes après l'ouverture du score, on a encaissé un but de l'égalisation. Encore en deuxième mi-temps, ça s'est reproduit à peine 1 ou 2 minutes après notre deuxième but. On reprend un deuxième but, ce qui fait que il a montré le visage de notre équipe nationale qui était très fébrile. Rilas. Alors mon sentiment le sur fait de se faire rattraper à chaque fois aussi. Je vais revenir, je parlais en général sur le match Al-Balah, mon sentiment est mitigé. D'abord au début j'étais déçu parce que je m'attendais à une réaction à l'équipe nationale. Je me suis dit le Sénégal est qualifié, le Sénégal est sûr de finir premier. Même نربحوهم 10-0, Sénégal est le premier. Donc une équipe comme ça, même s'ils jouent avec les remplaçants qui sont un peu motivés pour montrer quelque chose, قلت نربحوهم, l'équipe nationale تاعنا a les moyens تربحهم. Au fur et à mesure je voyais pas la réaction, je voyais pas la motivation l'équipe تاعنا باللي دخلوا باش يربحوا الماتش هذاك. Et au bout d'un moment, je me suis dit هكذا خير, parce que on a fait une mauvaise CAN, autant la faire jusqu'au bout, tu vois. La faire mal jusqu'au bout. Exactement. Haka, quand on fait le bilan après, on fait un bon bilan. ماشي قال
نربحوا مع السنغال ومن بعد يقول لك لا غير تعرف ستنا غير مع تونس لو كان درنا نوج من بعد on limite les dégâts. Non, parce que je pense le constat est plus grave. Le constat de notre équipe nationale est plus grave. Donc qu'au début le match il a été mauvais, comme pratiquement les matchs de la compétition. On se fait rattraper à chaque fois, on sait pas tenir un score. La défense, on est en danger à chaque fois que l'adversaire très fébrile défensivement. Ouais. Offensivement, bon, on a réussi à créer quelques trucs, mais pas assez. Quand on connaît le potentiel de l'équipe Tana, on n'a pas réussi à créer, à mettre assez en danger la défense sénégalaise autant de fois qu'on devrait le faire. Et voilà, mais au final, je me suis calmé. Plus le match passé, plus je me suis dit, Hagda, on fera un vrai bilan, on va trouver les problèmes, ce qui a cloché, on recommence à zéro. Et c'est bien qu'on n'ait pas gagné, parce qu'on ne méritait pas de gagner ce match, tout simplement. Yacine, sur le match et tu nous as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure en off, c'est qu'à la limite, il fallait pas marquer tout de suite, pour ne pas démotiver le Zimbabwe sur l'autre match, résultat dont dépendait notre qualification, Tanet. Absolument, parce que c'était en fait un triple miracle qu'on attendait. Le premier, c'est de battre le Sénégal. Ouais. Le deuxième, c'est que le Zimbabwe batte la Tunisie. Et le troisième, c'est que ça se passe en même temps. Voilà. Donc, on attendait pas mal de choses. Du point de vue du match, vous savez, moi, je pense que une équipe nationale, elle a une seule vocation. C'est de gagner des matchs. De gagner des qualifications et de gagner des titres. Bon, je vais pas prétendre gagner la Coupe du Monde, non, mais au moins prétendre se qualifier à la Coupe du Monde et, comme la dernière fois, passer au deuxième tour et aller le plus possible. C'est ça la vocation de l'équipe nationale. Mais c'est aussi gagner un match. Et je suis d'accord avec notre jeune ami, il fallait gagner hier, qualifié ou pas. Et ça n'a pas été le cas. Je pense on en reparlera peut-être. J'ai ressenti une énorme démotivation. Tout à fait, un manque d'implication et on va revenir sur les joueurs maintenant un peu plus tard. Sur les aspects tactiques de préparation vis-à-vis de ces trois miracles en même temps. Effectivement, ça n'a pas certainement aidé le Zimbabwe à avoir l'envie de gagner le match. Du moment que nous menions au score et qu'ils allaient en fait jouer pour notre qualification et pas pour la leur. Mais bon, ça c'est une petite pirouette comme ça. C'est vraiment un petit point à côté de réflection. Parce que le mieux dans le football, c'est de ne pas être dans cette situation. Absolument. Ne pas avoir à attendre que l'adversaire. Voilà, faut gagner. Exactement. Il aurait fallu le match de Sénégal, mettre de notre destin, ce qui n'était pas le cas. À partir de là, voilà, on contrôle plus rien. Exactement. Justement, sur le reste de la compétition, comment vous avez jugé, Raouf? Bon, sur le reste de la compétition, on a vu que il y a de bonnes équipes. Hein. On vient qu'une bonne équipe d'Égypte qui revient, une bonne équipe marocaine. On a vu qu'ils ont fait un très très bon match. Le deuxième, on a vu une équipe qui veut gagner, qui est revenue dans la compétition. Elle a fait un bon match. Et comme de tradition, l'équipe de Cameroun, c'est une très bonne équipe. Le Sénégal, c'est une excellente équipe. Il y a je pense que le Sénégal est bien parti pour la gagner. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Sénégal, c'est une équipe complète, bien physiquement, ils jouent collectivement. Mais moi je mets un bémol. Ouais. Je vois le Maroc et l'Égypte. Je mets un bémol parce que c'est une compétition où le vainqueur va jouer 6 matchs. Mm-hmm. Et en gagner au moins 1 ou 2 parmi les 3 premiers, puis gagner tous les autres. Exactement. Pour ça, sur une période aussi courte, et là je parle un peu du point de vue professionnel, il n'y a plus le temps de refaire l'énergie dépensée. Donc il va falloir gérer l'énergie du groupe. Et c'est pour ça, par exemple, que le Sénégal a mis au repos 10 joueurs, toute l'équipe, parce qu'ils ont l'intention d'arriver au bout. L'intention y est certainement, parce que sinon, on peut faire jouer la même équipe. On précise d'ailleurs que le Sénégal était la seule équipe qualifiée après les 2 premières journées. Absolument. Voilà. Donc, ils ont mis au vert leur équipe pour reprendre, ne pas perdre plus d'énergie, parce qu'il n'y a pas le temps
pour ceux qui vont aller au bout des 2 semaines avec 6 matchs, de récupérer la même énergie que le premier match. Mais d'un autre côté, si on voit les équipes qui font des étincelles durant les matchs de groupe ou qui se dépensent beaucoup pour pouvoir se qualifier, pour moi, elles ont moins de chances que les autres d'arriver jusqu'au bout. Elles peuvent aller en finale et même la perdre, ce qui est terrible. Oui, c'est la loi. Alors, pour faire le bilan de la CAN, je vais faire le bilan de la CAN de l'Algérie. Bien sûr, ce qui nous intéresse. Voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce qui fait mal, vraiment, parce que le barah, quand on chauffe mes amis, mes sahabis, les réactions sur les réseaux sociaux, on sent que les gens ça leur a vraiment fait mal, cette CAN, cette élimination. Moi aussi, j'ai grosse désillusion. En fait, je pense ce qui fait mal, c'est le contraste entre les ambitions, les rahnabihum la CAN, en tant que supporter de l'équipe nationale, et ce qui s'est fait sur le terrain et les résultats sur le terrain. Parce que on connaît notre équipe, on connaît l'équipe nationale, on connaît le potentiel de l'équipe nationale. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc on attendait, c'est vrai qu'il m'a dit, le docteur Marbil, il a bien fait de le préciser, avant le Marahna la CAN, aucun joueur n'a parlé d'objectif de gagner la CAN. Les conférences de presse avant la compétition, l'objectif c'est la coupe. Déjà, avec un petit esprit pas défaitiste, mais voilà, on n'allait pas en conquérant. On n'est pas parti en conquérant. En tant que supporter, on avait toujours l'espoir parce que l'équipe quand on est dans un bon genre, on peut battre n'importe quelle équipe. Et c'est pas pour rien qu'on était première nation. Et c'est le contraste, c'est la différence sur le terrain qui fait mal. Parce que ce qui s'est passé sur les 3 matchs, sur les 3 fois 90 minutes, c'est loin, c'est très très loin de ce que notre équipe nationale nous a habitués, ce qu'elle sur le terrain, et ce qu'on aurait pu donner et espérer. Donc, mon bilan, il est très très sévère. Je suis très très déçu par cette compétition parce que les Verts ont démontré au Gabon. Mais au final, effectivement, on s'attendait pas beaucoup à une grande performance de notre équipe, hein. Vu les derniers mouvements de coach, vu l'ambiance générale, vu les derniers matchs aussi, je suis pas sûr que beaucoup s'attendaient à une victoire finale. En fait, ça dépend de à quel point de vue on se tient. Si on se tient du point de vue du professionnel pur et dur, du technicien qui analyse froidement les choses, je suis un peu d'accord. Mais si l'équipe nationale appartient à ses supporters, oui, toujours. Et nous, on veut, notre équipe nationale a démontré, nous avons des joueurs de grand talent, nous avons la fédération, et ça on en reparlera peut-être, a mis à disposition de cette équipe nationale des moyens d'une vraie équipe professionnelle. Je ne connais pas d'équipe nationale d'autres pays, quels qu'ils soient, qui ait plus de moyens et qui soit mise dans de meilleures conditions que cette équipe-là. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être à moins des dispositions prises de la confier à un staff technique ou de son niveau. De plus haut niveau. Mais on va revenir là-dessus. De son niveau déjà. Ouais, on va revenir là-dessus. Alors, Ouf, tu l'attendais comment cette Coupe d'Afrique? Tu t'attendais à un résultat ou pas? Moi, sincèrement, non. Sincèrement, non. Parce que si on revient à la réalité, je pose une question. C'était quoi le dernier match, le dernier grand match de notre équipe nationale? C'est-à-dire contre un adversaire de niveau africain, de bon niveau. Non. C'est-à-dire, Nigeria, c'était pour la qualification. Mais de match de préparation, Yanné. De match de préparation. Le match de la Côte d'Ivoire, qui était, c'est-à-dire, qu'on l'a perdu, qu'on s'est éliminé contre la Côte d'Ivoire. Je pense que de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas une grande équipe, un grand adversaire contre notre équipe d'Algérie. Moi, je pense que la stratégie qui a été adoptée par le staff technique de l'époque, de choisir des sparring partners faibles, on a toujours voulu éviter des adversaires ou bien des sparring partners de bon niveau parce qu'on avait les moyens, on avait un bon ranking, on avait une bonne réputation. On pouvait, en match amical, jouer l'Argentine ou bien jouer des... On va revenir sur la préparation. Jouer des grosses, c'est-à-dire des grandes équipes, des grandes nations de football. On a opté pour d'autres matchs. On voulait peut-être ce classement-là qui sert pas à grand-chose. Être premier africain et 19e mondial, etc., c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de rentrer dans la compétition et de gagner le plus de matchs. Comme là, si bien dit le docteur, et pourquoi pas. Et gagner les titres qu'on attend. Et gagner les titres, parce que ce qui a choqué, moi, à mon avis, ce qui a choqué le plus. Très brièvement, pour qu'on enchaîne. Le public, c'est que actuellement, on a de la qualité. On a une génération de joueurs très talentueux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs, de talent de Mahrez ou bien de Brahim. Mais c'est frustrant de voir cette équipe sortir au premier tour.
On va revenir plus en profondeur sur les causes de cet échec, essayer de décrypter un peu. À tout de suite. Et voilà, on est de retour dans notre émission L'Alam pour débriefer cette Coupe d'Afrique, cette petite catastrophe. On va aller sur les causes un peu. Peut-être sur le choix des hommes déjà. L'effectif, la sélection qui a été faite. On sait que Ferroli, Medjani ont été écartés. On a d'autres noms qui sont arrivés. Alors on en dit quoi de cette sélection ? Écoutez, d'abord, moi je veux mettre les choses au point. Je suis loin d'être un expert en évaluation de joueurs du point de vue technique, physique ou médical, je veux bien. Non, mais tu fais partie des 40 millions d'entraîneurs quand même. Oui. Non, absolument. Et j'y tiens. Tu le revendiques. Je le revendique. Avec force. On n'était pas très content de ces changements, de cette liste, du nouveau coach. On a l'impression que cette CAN a été préparée dans la précipitation, dans un contexte difficile, avec des non-dits et avec tout ce qui s'est dit autour par différents médias et beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit. C'était pas clair, c'était pas. Tu penses à quoi là ? C'est-à-dire, je pense que peut-être qu'on n'a pas donné toutes les chances à cette équipe. Je pense que cette équipe n'a pas bénéficié d'une prise en charge globale, disciplinaire, de prise en charge pour apporter. Ça, c'est sûr que sur le comportement des joueurs, ça n'a pas été idéal ces derniers temps. Un groupe qui enlève un entraîneur, qui fait un putsch, même le comportement sur le terrain. Rilas, tu le disais, on n'a pas vu de combativité. Ils en voulaient pas. Je me mouille pas beaucoup en disant ça. Je reparle encore du terme de motivation. La motivation est un élément essentiel, probablement le premier en matière de football, qui est, rappelons-le, un sport d'équipe et pas un sport individuel. On a beaucoup d'individualité. Je crois qu'on n'a pas réussi à ramasser une équipe pour cette compétition. Ouais. Donc sur le choix des joueurs, à droite, Raouf. Moi, je pense que c'est les meilleurs joueurs qu'on a. C'est que je vois pas des noms. Peut-être que le cas Ferroli, Medjani, c'est un choix du staff technique, mais généralement les meilleurs joueurs qu'on a, on connaît les joueurs. Ça fait très longtemps que cette équipe joue. Généralement c'est la même composante. Sauf la surprise cette fois-ci, c'était Medjani et Ferroli, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter la défaite sportivement parce qu'on n'avait pas une équipe bien préparée, on était très faible. Je pense même avec Ferroli ou Medjani, ça n'aurait pas changé quelque chose. Là, il faut revoir tout. Il faut revoir l'environnement déjà de cette équipe, le système le programme de préparation et des détails que nous, on ne les connaît pas parce qu'il y a beaucoup de détails que ça dit. C'est dans le groupe, ce qui s'est passé dedans, dans les vestiaires, à l'hôtel, tout ça, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un staff technique qui était en place, qui doit faire leur bilan réel et qui n'est plus en place, hein, on le rappelle. Non, c'est l'entraîneur. Ce matin, l'entraîneur a démissionné apparemment avec tout son staff. Mais il va faire des passations, il va faire des passations, il va laisser son rapport à son prédécesseur, il y a ses adjoints, on a vu que le staff technique, il a été renforcé par des anciens joueurs, le dernier c'était Bougra. Tout ça, c'est très important. Il y a Mansouri, c'est l'équipe qu'ils ont fait le dernier mondial. Tout ça, c'est un environnement qu'il faut le prendre en considération et il faut, c'est-à-dire bien analyser chaque bilan, chaque avis de quelqu'un et de prendre des décisions qui j'espère parce qu'on n'a pas le temps, que cette fois-ci seront décisifs et dans l'intérêt de notre équipe. Rilas, le choix des joueurs. Très très contestable. Oui. Pour moi, le choix des joueurs est très contestable. C'est l'une des raisons de l'échec de l'équipe nationale. Parce que quand je vois un Belkhitar, désolé de revenir sur ça, qui a des qualités, je suis pas en train d'attaquer le joueur. Il a pris cher, Belkhitar. Il a pris très cher. Alors, je pensais à lui hier, il a pris très très cher, Meskin. Mais voilà, on prend un jeune, il est jeune, il a pas d'expérience en équipe nationale, il a pas d'expérience en Coupe d'Afrique, tu le ramènes, il a à la Mauritanie, Bleda, c'est pas un vrai test, comme a dit, c'est pas un vrai test, hein, tu prépares pas tes joueurs à une grosse compétition en jouant contre la Mauritanie à domicile.
on bat Thato direct devant le fait accompli en Coupe d'Afrique et voilà ce que ça donne. Il fait des erreurs d'expérience, d'inexpérience et voilà ce que, donc le choix de joueur, je pense, faire jouer Mandi dans l'axe, Adlan Gdioura qui était très loin de son niveau, Nabil Bentaleb qui joue à Schalke 04 qui était très loin de son niveau. Donc il y a eu un choix de joueurs contestable d'abord. On aurait pu faire mieux, l'entraîneur aurait pu faire mieux. Il y a eu des défaillances individuelles sur le terrain, on en a vu plein. Donc est-ce que c'est des défaillances physiques, voilà le climat, ou là c'était un problème de motivation comme a dit le docteur. Donc pour moi, il y a un problème de choix de joueurs qui sont contestables. Il y a un problème il y a un problème de défaillance individuelle sur le terrain et il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas assez vus. Il y a des Habib, des Rachid Ghazal, des Hanni qui ont un gros potentiel qu'on aurait aimé. Ça ne marchait pas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le Barah ma Sénégal 2-2, 70e minute, Tunis ربحين ب4 خلاص, on est éliminé de la CAN. Le Mazal l'ICANS n'avait pas fait le moindre changement. Mais ces joueurs-là, ils sont sélectionnés. Là, c'est la composante. La composante. Tu les sélectionnes parce que tu 10-15 minutes. La composante, le 11. Ghazal est passé complètement à côté de son match, contre la Tunisie. Contre la Tunisie, il n'était pas bon. Le Barah, il aurait pu apporter un vent frais. Mais voilà, il aurait pu, l'ICANS, d'abord dans le choix des joueurs convoqués, aurait pu faire mieux. Ensuite, dans le choix de la composante à l'équipe type et les remplaçants des changements. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Après, on a oublié de mentionner Taider, qui est un des tauliers à l'équipe nationale, qui était en forme dernièrement, qui nous a beaucoup manqué sur le milieu de terrain. On a senti le truc. Sa vivacité. Taider, l'agressivité, la combativité sur les ballons, la mobilité sur le terrain. Et il y a aussi le point d'interrogation, Ferrouli ou Medjani. Donc la question, oui. Les choix de joueurs est contestable, oui, mais à qui on doit reprocher ce choix de joueur? Est-ce que c'est l'ICANS Wahdo qui a pris ces décisions? Voilà, est-ce que c'est la faute à l'ICANS? Yacine, la question t'est posée là. Non, c'est la faute à l'ICANS, parce que quand on est coach d'une équipe nationale, on est responsable de l'équipe nationale. Les choses qui se passent en dehors de la conformité officielle, je dirais, ne nous intéresse pas. Donc il est coach national, donc moi je lui impute ses décisions. C'est le responsable. Ouais. Et c'est normal qu'il ait été mis à pied, je dirais, ou qu'il ait démissionné, ou ça c'est un épiphénomène. Ouais. Mais maintenant en t'écoutant, je pense que oui, il y a eu certainement des petites erreurs de sélection, de préparation de l'équipe entrante et de coaching, surtout de coaching pendant les matchs. Il n'y a pas eu de correction dans les 3 deuxièmes mi-temps qui sont le vrai rôle du coach. On n'a pas vu et tout le monde s'attendait, supporters, commentateurs, tout le monde s'attendait. Bon, et qu'est-ce qu'il attend il bouge quand Donc on est arrivé à un quart d'heure de la fin du match, éliminé. Bon, il faut peut-être bouger un petit peu. Même dans les 2 premiers matchs, il n'y a pas eu comme s'il y avait une incapacité à analyser le match, comme s'il y avait une méconnaissance des munitions qu'il y avait sur le banc. Je pense que ça fait 2 mois qu'il est là. On peut lui laisser ce petit point qu'il n'a pas eu le temps de connaître cette équipe. Par contre, comme Tadro, Taider, Ferrouli, Medjani et le joueur local dans tout ça. On a vu une équipe très respectable au dernier JO avec des joueurs locaux. Et il y en a pas un, pas 2, même plus qui méritaient leur place, non? Oui, tout à fait. Mais ça aussi, on peut pas imputer ça, je crois, au nouveau sélectionneur national. Il peut pas arriver. C'est son travail, non? Oui, mais il peut pas arriver il y a 2 mois et puis chambouler un personnel qu'on lui présente. Il y a 30, 40 joueurs. C'est cela, il a choisi là-dedans, si tant est qu'il ait choisi lui-même, il a choisi ce qu'on a vu. Mais effectivement, je reconnais, pour avoir été aussi au GO, qu'il y avait une équipe très très prometteuse avec des nouveaux talents qui ont été reconnus même par tous les techniciens présents. Internationaux. Bravo. Pour le joueur local, je pense que je suis pas tellement d'accord parce que on voit notre championnat, le niveau qui est fourni par nos équipes les meilleures. Je pense qu'il y a un grand décalage entre
de niveau entre les joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger par rapport à nos joueurs. On l'a dit dans plusieurs fois c'est-à-dire cette émission, qu'on a un problème déjà ici d'infrastructure. On n'arrive même pas à augmenter le volume d'entraînement. C'est un gros problème de prise en charge de joueurs locaux. On a quelques joueurs de qualité quand même. Voilà, mais je pense que pour jouer dans cette équipe nationale, moi je vois pas. On peut citer des noms, moi je vois pas. Il y a certainement 2-3 joueurs, voire 4, qui sont à leur meilleur niveau, bien préparés, supérieurs à certains joueurs qui étaient sur la liste qui est allée en Je suis d'accord avec le docteur. Oui, mais comme qui? Quand quand je pourrais pas citer d'exemple précis, mais quand je vois la performance d'Kadamouro al-Barah, la forme physique, ce qu'il envoie du terrain, je pense qu'on a au moins un joueur championnat national Tana qui est plus prêt à défendre les couleurs de l'Algérie Flakan, que Kadamouro. C'est pas parce qu'il est en Europe qu'il est forcément meilleur que joueur local, il faut voir les choses comme elles sont. C'est vrai aussi que dans la continuité, normalement, une équipe qui se qualifie les Jeux Olympiques, on parle des U23 Tana, l'équipe olympique, qui avait de bons éléments, ouais. Ben Khammassa, qui joue régulièrement. Comme Ben Khammassa, exactement. Voilà, pour ne citer que lui, qui joue régulièrement en club, des clubs qui m'a lu Asma, des clubs qui m'a la donc qui commence à la la continuité aurait voulu, la continuité des choses, dans la continuité, on aurait dû prendre 1, 2, 3 joueurs pour commencer à les intégrer déjà en équipe première. Mais comme, leur donner une chance. Leur donner une chance. Docteur, ça, ce n'est pas le rôle de l'I15. L'I15 est là depuis 2 mois. Mais Ben Khammassa, il peut pas non, là, excusez-moi, je vais vous arrêter. Mais le coach est là. Voilà, on a de bons jeunes des Jeux Olympiques. C'est au DTN de pousser, de suggérer des joueurs. Le coach est là depuis 2 mois. Son travail, c'est d'aller voir tous les matchs, de se retaper les 600 derniers matchs de nos joueurs locaux et de regarder. Bon sang, à quoi il sert sinon ce coach? Je pense qu'il a plus regardé les championnats européens que le championnat local. Ah voilà, donc il y a un problème de coach. Voilà, ma question suivante, c'est est-ce qu'il était à sa place? Si c'était le contraire, ça se saurait. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bien sûr qu'il y a un problème de coach du moment qu'on a changé, c'est le 3e entraîneur. C'est sûr qu'il y a un problème d'entraîneur. Mais moi, c'est-à-dire, je suis pas tellement d'accord quand on dit que la DTN, justement, nous, qu'est-ce qu'on est en train de demander dans le sport? C'est-à-dire que la DTN ne s'ingère pas dans la DN. La direction des équipes nationales, c'est autre chose. C'est l'entraîneur national, c'est lui le sélectionneur. Et la DTN a la autre prérogative que le développement de la discipline, la formation des cadres, la formation des jeunes athlètes. Ça, c'est le rôle de la DTN. Mais la DTN, elle peut suggérer, voilà. Elle peut suggérer, mais il n'y a pas d'ingérence. Le seul, justement, un de nos problèmes dans le sport, c'est qu'il y a de l'ingérence dans tous les domaines. Ce qui fait que normalement, c'est le responsable, le premier responsable, qui est le sélectionneur. C'est lui qui doit déjà choisir et assumer ses choix. S'il y a de l'ingérence, je pense que donc la décision on peut pas tellement la décision, le choix, l'équipe est centralisée au niveau de l'entraîneur, du sélectionneur et de son staff. Et lui et son staff. Oui. La DTN normalement elle a d'autres prérogatives. En dernier ressort. Mais si on rentre dans par exemple la structure, j'ai pu vivre aux alentours de l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde et aussi aux Jeux Olympiques. Ouais. En Brasilia. Il y a à peu près une 50aine de personnes et où chacun s'occupe d'un domaine et finalement il y a le coach national qui a une autorité sans faille. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, avec un staff de 11 adjoints, etc. Oui. Mais quand il dit quelque chose, ce n'est pas sa décision à lui. Lui, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est les informations qui viennent de tous les directeurs techniques. C'est comme un ministre avec son cabinet. Quoi. Absolument. Absolument. De consultation. Il y a des fois des gens qui pensent que c'est pour l'Allemagne, par exemple, que c'est le coach qui est sur le banc de touche, qui agite la main, qui a fait l'équipe nationale qui est en train de jouer. Non, pas du tout. Et il y a plein d'experts dans différents domaines. Et dans chaque poste. Physique, technique. Et dans des postes, c'est-à-dire défense, milieu de terrain. Physique, technique, motivation, psychologique, préparation du joueur, bien-être, qui vont donner au coach leurs informations et il a des moyens d'analyse de la décision. Et c'est vrai
qu'il y a la décision finale, et une fois qu'il la prend, il n'y a pas d'ingérence. C'est normal. Et sur le choix donc de ce sélectionneur, il aurait fallu faire quoi alors? Je pense que là, vu de ce qu'on vient de dire, c'est qu'on vient d'indirectement imputer la responsabilité à la fédération algérienne qui a choisi de changer d'entraîneur à 2-3 mois d'une compétition importante. Donc le nouvel entraîneur ne connaît pas bien le football national, il nous a entraîné brièvement. Ouais. En 2003, mais pas assez pour bien connaître le football national. Donc c'est un peu la responsabilité des responsables qui ont décidé de nommer l'I15 à quelques mois d'une compétition importante. Et voilà, on a vu qu'en quelques mois, c'était difficile de faire l'état des lieux, le bilan du football national et de sélectionner, d'avoir un choix optimal de joueurs. Donc je pense que voilà, c'est un peu aussi la faute de l'I15 d'avoir accepté cette mission. Je sais pas quelles étaient ses motivations quand il a dit oui à l'Algérie. Je sais pas s'il pensait pouvoir faire une bonne CAN vu le temps réduit qu'il avait. Mais voilà, c'est aussi un peu cette instabilité dans le staff technique des Verts qui a mené clairement à cette grosse contre-performance au Gabon. On aurait pu prendre qui par exemple à la place? Courbis, Alain Perrin, Marc Wilmots. Qui aurait pu être là et faire quelque chose? Je crois que c'était une situation assez désespérée, le départ de Rayevac. C'est terrible, c'est un énorme problème et je ne saurais trouver une solution, sauf à celle, par exemple, à laquelle on est arrivé et avec les résultats que l'on sait. Ouais. Le départ de Rayevac était déjà notre élimination en Coupe d'Afrique, en fait. Ouais. Voir le départ de Gourcuff. Voir le départ de Gourcuff. Si on veut aller plus loin, voilà. Moi, à mon avis, je suis du même avis que le docteur. Il fallait garder Rayevac. Il fallait opter pour l'entraîneur et la discipline, la rigueur. C'est pas donner c'est-à-dire le choix au joueur. Le joueur, sa mission, c'est de jouer sur le terrain. Il n'a pas à s'ingérer dans le technique, comme, c'est-à-dire les responsables n'ont pas à s'ingérer dans le technique. Pour la stabilité, il fallait opter pour l'entraîneur. Et c'était comme il avait pris le coup. Il fallait opter pour Rayevac. Et Rayevac nettoie son vestiaire. Après, garder les joueurs. Pour la motivation. Pour la motivation. Mais moi, du coach de l'I15 à venir prendre l'équipe nationale. Il y a certainement la motivation, c'est-à-dire le trésor qu'on découvre. Et une équipe comme l'Algérie, qu'on va prendre comme ça en 2 mois et aller gagner la Coupe d'Afrique. En fait, c'est ça qui a dû c'est impossible. Moi, à mon avis, traverser son esprit. Moi, à mon avis, c'est un avis personnel. Moi, je pense qu'après le départ de Vaïd, le choix, c'est un avis personnel. On devrait opter pour Hervé Renard, qui est entraîné ici dans le championnat national. Il connaît tous les joueurs, tout le championnat, l'environnement de notre football. La preuve, juste après, il est parti de l'USMA, il a gagné le titre avec le Zimbabwe, je pense. La Zambie, et maintenant, il fait des bons, il a réanimé une bonne équipe marocaine. On a vu que, c'est-à-dire, il revient, l'équipe marocaine revient avec des bonnes ambitions. Hervé Renard, il est jeune, il a toujours cette rage de vaincre, il a faim, il veut des titres, il veut un nom, il connaît notre environnement. Je pense que c'était l'entraîneur idéal pour notre équipe nationale. Anna, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'à partir du moment où le constable nommer un entraîneur 2 mois, voire 3 mois au maximum avant une compétition importante, c'est quasiment mission impossible. C'est sauf miracle, il dit un entraîneur 3 mois et une équipe où il dit un titre. Je pense que quelque part, en acceptant de céder aux doléances des joueurs, parce qu'apparemment c'est les joueurs les matchs Rayevac, vu qu'il n'arrivait pas à communiquer, ils ont décidé apparemment c'est ce qui s'est dit dans la presse. À partir du moment où la fédération a accepté de céder aux doléances, ils ont quelque part accepté aussi, ils se mettent la Coupe d'Afrique. Je pense que quelque part, à la balle vu que il y avait l'instabilité, on va ramener un entraîneur pour dépanner, pour essayer de leur avec une équipe qui ressemble à une équipe. Mais, dans la situation de l'I15, peu d'entraîneurs dans le monde seraient arrivés, comme l'Algérie, 2-3 mois avant une compétition, et ils auraient pu remporter la compétition. Peut-être le deuxième tour, peut-être mais voilà, c'était vraiment mission impossible. Moi, mon avis, je disais tout à l'heure que, après le départ de Vaïd, c'est-à-dire, il y a 2 ans en arrière, ou bien 3 ans en arrière, après le départ de Vaïd, installer un entraîneur et mettre comme objectif de se qualifier au mondial. C'est-à-dire, maintenant, après le départ de Serbe qui est parti, à mon avis, c'était de faire l'impasse pour l'objectif, de mettre objectif comme la Coupe d'Afrique et de focaliser notre qualification parce que il y avait une cassure. Pour reconstruire. Non, je suis pas d'accord du tout, parce que je reviens. Il faut du temps. Je reviens au principe de base.
C'est une équipe nationale. Elle doit aller à la Coupe d'Afrique pour la gagner. Mais on ne joue pas tout seul. Je parle du but. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de le faire réellement, etc. C'est une autre histoire. L'autre possibilité qu'on aurait pu avoir dans un laps de temps aussi court, avec le départ de Rayevaj, et qui va peut-être aussi se poser maintenant dans l'avenir, c'est d'opter pour un coach national. À ce moment-là, honnêtement, est-ce qu'il y en a? Non, il y en a certainement. Il y en a. On a vu que le Sénégal avait un coach tranquillement chez eux et qui est en train de ratatiner tout le monde. Non, oublions ces choses-là. Surtout si ce n'est pas apporter de la new technology sur un projet de 5 ans ou de 6 ans. Là, je suis d'accord pour amener un monstre qui va réorganiser notre football et notre football d'élite. Mais là, pour un petit projet de 2 mois, pour aller monter une équipe commando, c'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Et il fallait quelqu'un de local. Et je me demande, pour sauter vers un autre sujet, si ce n'est pas le cas maintenant pour le prochain match de qualification pour la Coupe du Monde. On va se poser la question dans la dernière partie de l'émission. On a parlé des causes, on a parlé des conséquences, mais maintenant il faut parler de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va proposer? Quoi pour le football? Quoi pour notre football dans les années à venir? C'est tout de suite. Allez, on est de retour pour cette dernière partie de l'émission L'Alam consacrée au football, une fois n'est pas coutume. Il convient de revenir bien sûr sur la gouvernance et sur le modèle à venir pour la FAF, le modèle actuel déjà, et le modèle à venir, peut-être préconiser quelques pistes pour l'avenir. Déjà sur le modèle actuel, sur l'organisation, on est sur un modèle un peu monopolistique avec une personnalité forte à la tête. Est-ce que c'est forcément le bon modèle? Écoutez, dans l'organisation d'une fédération, je crois que la Fédération algérienne de football est soumise et se soumet à l'organisation obligatoire dans ses statuts de toutes les fédérations et qui est obligatoire pour la FIFA. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la fédération est très bien organisée. Si tu parles d'organisation comment tu as dit, monolithique? Monopolistique. Monopolistique. C'est pas de la faute du président, je crois. Ouais. C'est de la faute des gens qui obéissent au doyen. À l'Assemblée générale, notamment. Ouais. Le président, je ne crois pas qu'il agit en dehors des statuts. Mais il est président, il assume. Maintenant qu'il se soit organisé pour être décidé de tout, comme on dit chez nous, le Kabira ou Srera, c'est probablement par rapport aux membres de l'Assemblée générale et aux membres du bureau fédéral. Et quel que soit le chemin qu'on va prendre maintenant, j'espère et je souhaite qu'on ne va pas quitter les normes et les procédures, parce que nous sommes ici autour de cette table tous des légalistes, et j'espère qu'il y a un maximum de gens dans notre football qui l'est. Il faut suivre cette démarche. Il y a une assemblée générale, il y a toutes les institutions fonctionnent. Ouais. C'est à l'assemblée générale d'assumer son rôle. Si elle n'est pas contente de l'organisation du sport d'élite, de l'équipe nationale, des résultats, elle a le pouvoir de décider plein de choses, de discuter, de discuter avec le président, de demander des comptes, de demander, et je crois que ça devrait se faire dans ce cadre. Maintenant, mon propre avis, je crois qu'il va falloir faire un audit et voir pourquoi nous avons failli. Ouais. Je crois qu'il y a quelques points de discorde par rapport à l'organisation technique, en fait, et qui est le cœur du sujet. Qui est le cœur du sujet. Ouais. Oui. Et qu'il va falloir réétudier, réinstaller, revoir les notions d'organisation du schéma technique, de la direction technique nationale, des différents rôles, non pas de décideurs, parce que si je prends, en ouvrant une petite parenthèse,
le rôle du président vis-à-vis de la décision de nommer un entraîneur. Ouais. Il a besoin des avis d'une direction technique, avec un collège, etc. Je ne sais pas si ça existe. Enfin, je sais que ça n'existe pas. Ah, voilà. Et ensuite, lui a aussi son mot, parce qu'il n'y a pas que les considérations techniques. Il y a des considérations de communication, il y a des considérations politiques parfois, et il y a surtout des considérations financières. Ouais. Donc, il a aussi son les mot à finances, dire. on a l'impression que c'est pas tant un souci. C'est une impression. Ouais. C'est une impression. Donc, alors, quand on connaît les chiffres. Pardon, il y a aussi donc un devoir de plus de transparence vis-à-vis des finances. Des finances et de toutes les décisions qui sont prises. Ouais. Peut-être. Voilà. Sur les pistes techniques, on a 2 techniciens à ma droite. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça dépend du budget à la Fédération algérienne de football. On parlait de ça avec Raouf tout à l'heure. S'ils ont l'argent, bon, on est un peu. Moi, je pense que vraiment, on peut mettre de côté ce souci de l'argent. Hein. Je suis pas d'accord. Il faut pas. Je suis pas d'accord. Ça coûte très cher, très cher. Mais quand on sait que sur une dernière Coupe du Monde, c'est près de 9 millions de dollars d'entrée, on est quand même. Ça coûte très cher. Un entraîneur de haut niveau, de gros calibre, ça coûte très cher. Ouais. Si on veut parler d'un Capullo, etc., je pense que il est hors de portée des moyens de la fédération. Il faut penser en cas de rupture de contrat, il faut le dédommager, puis payer la totalité de ses contrats, il y a des dommages et intérêts. Donc il faut pas calculer le salaire mensuel, il faut voir sur le contrat. Et en plus, ça dépend des motivations, parce qu'une équipe nationale et un entraîneur national, c'est donc un intérêt national. Et ça peut, dans un cadre bien organisé, dépasser les possibilités d'une fédération. Si je me souviens bien, pour l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, pour les besoins de la préparation de l'équipe d'Afrique du Sud, ils ont recruté l'entraîneur champion du monde, en fait. Pereira, qu'ils ont payé, si mes souvenirs sont bons, $1 million par mois. Oui, non, c'est le cas de Pereira, c'est le cas aussi en Corée du Sud en 2002. Donc, où on a ramené des opérations comme ça, ou qui dépassent les possibilités d'une fédération, parce que ça devient un problème d'intérêt national. $1 million par... Non, mais ça, c'est un cas extrême, parce qu'ils avaient en même temps les budgets d'organisation de la Coupe du Monde. Tout ça, c'est des chiffres qui dépassent actuellement la fédération de football. Même, c'est-à-dire, quand on voit le salaire actuellement attribué à l'I15, qui je pense qu'il est de 14 000 euros, c'est pratiquement, c'est un salaire qui, il y a des entraîneurs en Ligue 1 qui touchent beaucoup plus que les 15. Que les 15. Ce qui fait que, bon, je pense que, comme tu l'as dit, docteur, tout à l'heure, je pense que si, ça dépend des objectifs. Si on opte pour un objectif de 2 mois, essayer de se qualifier, de se rattraper pour se qualifier au mondial, il vaut mieux opter pour un choix local. Pourquoi pas? Il faut faire confiance. Absolument. Pourquoi pas un jeune? Lui confier donner la chance et lui confier la mission. On a déjà essayé, entre autres, de le faire. Avec un local et un jeune. Avec notre Benchira. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché. Dena 2-0 au Bangui ou Dena 4 au Maroc. Alors pour revenir sur le choix de l'entraîneur, je pense que c'est 2 paramètres les 2 gros paramètres à prendre en considération. C'est d'abord le budget à la fédération. Est-ce qu'ils ont les moyens de se permettre un grand entraîneur de renom avec la rôle? Et encore, même là, c'est pas garanti que ça va marcher. On n'a pas de garantie. Tu peux investir beaucoup, faire un grand entraîneur EJ, ça donnera pas de résultat. L'autre truc, c'est le style de jeu qu'on veut développer pour notre équipe nationale. C'est quel jeu on veut développer. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui met Vahid Halilodzic, qui va remettre de la discipline, remettre de la rigueur tactique, de la rigueur dans le vestiaire, de la discipline, et Aoudi Sigem le groupe Tao, il le contrôle d'une main de fer, comme c'était le cas, et on aura un jeu un peu plus avec un bloc équipe assez bas derrière, où là on veut quelqu'un dans la philosophie Tao Gourcuff qui est plus porté vers le football offensif, le football champagne, les petites passes et tout. Je pense que la composition de l'équipe nationale actuelle, on a beaucoup de joueurs très techniques. Quand on voit Brahimi, quand on voit Mahrez, quand on voit Ghazal, quand on voit Henné, quand c'est des joueurs qui aiment bien porter le ballon, quand on voit Verroulet, Mazal, il a encore un avenir en équipe nationale. Donc, est-ce qu'il faut pas choisir un entraîneur qui va justement utiliser la force de l'équipe nationale? Parce qu'actuellement, la force de l'équipe nationale, c'est son attaque.
et pour développer un style de jeu. Donc c'est très simple. Est-ce qu'on va vers un entraîneur dur ou là on va vers un entraîneur qui opte pour le football champagne? Donc c'est là où se fait le choix. Après le budget dépendra aussi du budget aussi. Je pense qu'on peut. Si je peux revenir une seconde sur les moyens. Il y a un point qui m'a toujours turlupiné. La fédération, à juste titre, a pris son indépendance financière du mouvement sportif national. Elle ne touche pas sa subvention. Qui ferait amplement, à mon avis, pour recruter un entraîneur national. Donc je crois pas que ce soit le problème. Quel entraîneur national? Il faut des noms. On dit un entraîneur. Quel est le niveau de subvention nationale de la Fédération algérienne de football qui n'est pas utilisé, puisqu'ils le disent? 35 milliards. Bon, on ramène un entraîneur pour 35 milliards. Ouais. 35 milliards, ça c'est suffisant pour un bon entraîneur. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début. On avait parlé de Jamal Belmadi tout à l'heure. Alors peut-être qu'on peut évoquer des noms là, des pistes, parce qu'il va falloir prendre la décision bientôt. Qui pourrait être le coach? Moi, j'aime bien ce qu'a dit Raouf. Hervé Renard aurait été un compromis parfait. Je suis pas d'accord. Il connaît bien le championnat. Il connaît bien le championnat algérien. C'est un homme de poigne, vu le caractère de nos joueurs. C'est ce qu'il nous faut. Il connaît bien l'Afrique. Voilà. Mais est-ce que, là, on a dit, voilà, pour Anna, je pense que le mieux, c'est de reconstruire pour cette équipe nationale. Et quand on veut reconstruire, on regarde sur le long et moyen terme. Et Hervé Renard, ce n'est pas un carriériste. C'est quelqu'un qui fait 1-2 années dans un club ou dans une équipe nationale, qui touche son chèque et qui part. C'est ce qu'on a vu. Il l'a fait avec la Zambie, il l'a fait avec la Côte d'Ivoire, il l'a fait avec l'USM Alger. Des titres africains. Et là, où il a gagné, c'est vrai, mais j'ai pas vu de vrai projet de jeu construit sur la durée. Et je pense que notre équipe nationale a besoin d'un vrai projet de jeu construit sur la durée. Et pour ça, Hervé Renard, pour moi, n'est pas la bonne réponse. Mais qu'ils viennent 2 ans et nous laissent un titre, nous, ça nous gêne pas. Un vrai projet de jeu inscrit dans la durée ne pourra être fait que par un local. Si on ramène un entraîneur national étranger, c'est pour gagner des titres. Moi, j'opte pour Jamal. Jamal Belmadi. Il est chevronné, il a l'expérience de joueur. Dans la durée, qui est là, qui s'occupe, qui voit tous les joueurs locaux qui arrivent, qui voit l'équipe olympique, qui est là, c'est chez lui, etc. Un grand entraîneur qui est capable d'optimiser nos joueurs et leurs qualités pour gagner des titres, c'est 1 an, 2 ans. Et il a raison, Hervé Renard. Il vient, il a un objectif, il va en Zambie, il leur dit, vous avez la qualité d'une équipe, on va essayer de gagner un titre, il le gagne et il se casse. Anna, je veux voir, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de voir la Zambie Mormarah. Parce qu'il n'a pas laissé une grande équipe de Zambie, il a quitté le Côte d'Ivoire, ils ont du mal à gagner leur match, la Côte d'Ivoire. Donc c'est un entraîneur qui est roh, il te laisse pas un truc, il met pas le train sur le chemin. Il faut attendre la fin de la CAN. C'est pas à lui de le faire. Là, mais ça, les grands noms, c'est ça, généralement. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est le rôle de la DTN. C'est la DTN qui doit faire la politique de développement et la politique de formation, la politique de suivi des affaires. Tout à l'heure, le président de la fédération a décidé la DTN ne doit pas s'ingérer dans les décisions. Donc à quoi ça sert d'avoir une DTN qui trace un chemin technique ou un chemin pour une équipe, on va dire un président de fédération il خير l'entraîneur على حساب واش بان له هو ولا على حساب البودجي تاعو ولا على حساب شحال هو يصرف l'entraîneur شحال هو حايب يصرف. C'est un peu ça, c'est parce que عاودنا كي هضرنا من قبل قلنا بلي y avait 2 points noirs, c'est l'instabilité au niveau du staff technique de 1 et de 2 le choix des entraîneurs. Et je pense que les deux causes, les 2 points noirs, on peut les imputer directement à M. Mohamed Arawarawa, vu qu'à la fin de la journée, apparemment, c'est celui qui décide de qui entraînera l'équipe nationale, on est en train de dire que c'est Mohamed Arawarawa. Donc, si c'est le cas, Mohamed Arawarawa a commis une erreur, d'abord en recrutant Radjevac, peut-être d'abord en laissant partir Gourcuff, en recrutant Radjevac, en laissant les joueurs renvoyer carrément Radjevac et en recrutant l'I15 pour la CAN. Donc on doit imputer cette responsabilité à Mohamed Arawarawa et on doit arriver à la conclusion, est-ce que le modèle Hada où tout est centralisé, où le président de la Fédération algérienne de football décide de tout, est-ce que le modèle Hada n'est pas révolu et on ne doit pas aller vers un modèle où il doit y avoir plus de consultation, plus d'implication, t'as des gens qui ont la connaissance, t'as le technique, qui ont la connaissance footballistique nécessaire pour tracer, avoir une vision sur le long terme pour notre équipe nationale. Est-ce que Arawarawa a cette compétence-là? Ça m'étonnerait. Est-ce que Arawarawa devrait s'entourer de personnes pour le conseiller sur les choix de ses entraîneurs? Oui, c'est le moment de faire ça. Voilà une vraie question sur la gouvernance. Oui, oui, maintenant quand on a commencé à en parler tout à l'heure, je crois qu'il
qu'il est urgent de réfléchir. Réfléchir et la suite. De réfléchir et d'agir. D'abord, il faut séparer les deux choses. Le problème de l'équipe nationale et de ses matchs suivants. Le suivant, 100 juin, il est très important. Il va falloir régler ce problème dans le cadre de l'urgence. Il faut voir, trouver une solution. À mon avis, une solution locale qui va un peu trouver des solutions rapides, locales, pour essayer de rattraper le coup de la qualification pour la Coupe du Monde. Le deuxième, c'est, puisque l'Assemblée Générale est toute proche, c'est de créer d'ouvrir un débat. Mais pas un débat public de supporters. Ils ont le droit, les supporters, d'être mécontents. Mais bon, après, on est mécontents, c'est terminé. Maintenant, il va falloir ouvrir la voie à un débat constructif de spécialistes dans le cadre des règlements de la fédération et d'avoir une assemblée générale peut-être extraordinaire pour parler de la suite à donner à l'organisation de l'équipe nationale du football d'élite. Je crois qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Alors, tu voulais dire moi, à mon avis, c'est-à-dire que cette fois-ci, par rapport à cette défaite, par rapport à d'autres, c'est que il faut rester dans l'aspect sportif. C'est une défaite sportive. C'est vrai qu'on a perdu sportivement sur le terrain. Il y a d'autres avantages et d'autres acquis qu'il faut pas les négliger, que actuellement la fédération elle est structurée. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est une pratiquement des meilleures fédérations au monde sur le plan c'est-à-dire d'organisation. La fédération elle est bien structurée, l'équipe nationale est bien encadrée, bien structurée, etc. Ce qui fait que maintenant la défaite, comme on l'a dit, elle est sportivement. Il faut chercher, il faut rester dans le problème sportif. Il faut pouvoir dévier et essayer c'est-à-dire de rentrer dans des conflits, des footballeurs, etc. C'est des vieilles histoires et des vieilles guerres qui vont pas servir le football algérien. Il faut être sage, comme il l'a dit le docteur. Très bien, il est très sage. Il y a l'Assemblée Générale, c'est l'organe souverain de cette discipline, et c'est à l'Assemblée Générale d'assumer ses responsabilités et ses choix. C'est eux les connaisseurs du football, parce qu'on voit et on écoute qu'est-ce qui se parle dans des plateaux télé, etc., dans des journaux, etc. Crois-moi, c'est-à-dire si on suit ce raisonnement-là, on va ruiner notre football. C'est pas du tout sage, etc. Moi, je pense que il faudrait, c'est vrai que la fédération actuellement elle est présidée par El Hadj. Pour moi, c'est un modèle. J'aimerais bien faire de ma fédération ce que El Hadj Rawarawa a fait pour sa fédération. Il a structuré sa fédération. Il a réglé pas mal de problèmes de football, notamment pour les clubs, les droits de télé, il y avait beaucoup de problèmes, c'est des problèmes de fond qui ont énormément fait du mal au football algérien. Tout ça, c'est un environnement. Bien sûr qu'on veut, on le veut pas, il va toucher au rendement de notre équipe nationale. Mais il faut, c'est-à-dire cerner le problème. C'est une défaite sportive. Il faut rester dans l'aspect sportif. Si on veut, c'est-à-dire dévier pour d'autres problèmes, je pense que ça risque de faire beaucoup de mal à notre football. L'histoire nous a appris, de 81, il nous a fallu beaucoup de temps pour que notre football relève la tête. Il fallait jusqu'en 1990, et comme par hasard, on avait organisé la Coupe d'Afrique. Et de 1990, c'est-à-dire de détenteur, la Coupe d'Afrique qui s'est suivie, on est sorti en premier tour. Et depuis là, on n'arrive pas à bien jouer ou bien négocier des Coupes d'Afrique. Ce qui fait qu'on est en train de parler d'une équipe nationale. On a dramatisé, comme si que, c'est-à-dire, on a 7 étoiles comme l'Égypte, etc. On n'a qu'une seule Coupe d'Afrique. Ce qui fait que on avait des grands joueurs, on avait des joueurs mieux que Mahrez, on avait des Dahleb, on avait des Madjar et des Belloumi, etc. On a une seule Coupe d'Afrique. Je pense que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que les derniers résultats encourageants, comme par exemple la Coupe du Monde 2014, nous ont fait oublier pas mal de choses. Et nous ont fait oublier notamment la situation du football en Algérie, le football de club. Et cette fois-ci, vu que les résultats n'ont pas suivi de l'équipe nationale, effectivement, comme tu dis, tout le monde tire sur l'ambulance et en profite. À mon avis, mais pour en revenir au football national, c'est de recruter pour l'équipe nationale, c'est de recruter un bon entraîneur et le laisser travailler. Pas d'ingérence. La même chose pour les clubs.
Laissez les entraîneurs travailler, parce qu'il y a de l'ingérence au niveau des clubs. On voit que c'est les présidents de clubs, c'est eux qui recrutent les joueurs. Et après, après recruter les joueurs, on recrute l'entraîneur. Et après, l'entraîneur, il est obligé de composer avec ce qu'il a recruté. Ce qui fait que c'est pas sorcier. Il faut travailler. Il faut se remettre au travail. Il y a quand même une drôle, pardon de couper, parce que c'est juste une idée, j'ai peur qu'elle s'en aille. Il y a une drôle de corrélation entre le nombre d'entraîneurs de chacun des clubs et le nombre d'entraîneurs d'équipe nationale. C'est pas faux. On a parlé, la dernière émission, on a dit la base. On a dit la base des entraîneurs. C'était à 14 non, mais entraîneurs. en général, jusqu'à présent chez nous, c'était les clubs. Mais là, maintenant, c'est comme une maladie transmissible. C'est l'équipe. Il y a un grand problème. On le dit souvent, on l'a dit dans toutes les émissions, là, c'est-à-dire sur l'Alam et sur la radio Maghreb, on ne travaille pas. On a un gros problème de travail. C'est qu'on est devenu une nation de sport, je parle sportivement, une nation fainéante. On ne veut pas travailler. Spectateurs. Et on est des spectateurs. Le volume d'entraînement dans notre équipe nationale, c'est pas beaucoup. Je pense, les joueurs, ils ont intégré une semaine ou bien 10 jours, une semaine avant, etc. Jouer 2 matchs contre la Mauritanie, c'est pas ça une préparation pour la CAN. Toutes les disciplines. On est devenu, c'est-à-dire des athlètes qui veulent pas travailler. Le volume d'entraînement de nos athlètes, idem les footballeurs, on voit que des joueurs qui touchent des sommes, c'est-à-dire respectables, de 200 et de 300 millions, et le volume d'horaire de travail, parce que ils travaillent, c'est 1 heure et 2 heures de travail par jour, c'est fou. On n'est pas en norme internationale. On est loin des normes. Le volume d'entraînement. C'est le terme d'athlète que je réfute. Brièvement. C'est des joueurs, c'est pas des athlètes. Ouais. Si je peux avoir on un est dernier presque. mot pour la je suis fin, d'accord. rapidement. Juste avant de céder l'antenne, je vais vous demander à chacun de nous donner une réforme forte pour notre football. Je te donne la parole. On parle tout le temps en Algérie, quand ça va mal, du changement d'entraîneur. Je pense que c'est aussi bon de remettre en cause le modèle de gestion. Monsieur Mohamed Arawarawa a beaucoup apporté au football national, comme a dit la OF, comme a dit le docteur. Il a réformé la fédération, il a rendu autonome financièrement, il a beaucoup aidé au développement du produit qu'est l'équipe nationale et du football algérien. Mais il faut aussi, et c'est pas pour ça qu'on doit pas le remettre en question, on ne peut pas se poser la question, est-ce que le modèle de Mohamed Arawarawa n'est pas arrivé à sa limite? Je suis pas en train de demander à ce qu'on change de président de fédération, ça peut être une des solutions. Je suis en train de me demander est-ce que la FAF ne devrait pas revoir son modèle de gestion. C'est ce modèle de gestion de la FAF qui a fait s'en aller Gourcuff, qui a fait venir Radjeva, qui a fait quitter Radjeva, qui a fait venir Likens et qui nous a mené à cette catastrophe. Donc il faut quelque part remettre en cause ce modèle-là et peut-être que monsieur El Hadj Arawarawa devrait s'ouvrir à plus de consultations, à plus de discussions avec des vrais experts du domaine pour pouvoir prendre les bonnes décisions futures pour notre équipe nationale. Voilà. C'est ta réforme à toi, donc. Voilà. Plus de consultations. Plus de consultations, voire un changement à la tête de la Fédération algérienne de football, parce que je n'accepte pas qu'on tire à chaque fois. Ce n'est pas la faute de Likens. Ce n'est pas que la faute de Likens. Tout le monde doit assumer ses responsabilités. Et monsieur Mohamed Arawarawa, en tant que premier responsable de l'équipe nationale du football algérien, doit assumer une partie de la responsabilité de cet échec-là. Très bien. Voilà, une réforme. Moi, la réforme, je dirais que je vois les choses d'un autre angle. C'est que on a trop parlé des centres de formation qui sont très loin d'être à la disposition des athlètes. Il faut avoir l'outil de travail, ouvrir des stades aux joueurs, aux athlètes. C'est comme tous les sports, il faut commencer à s'entraîner, parce que le plus qu'on a par rapport aux nations européennes ou bien d'autres nations de grandes nations de football, c'est qu'on a la patte, on a la qualité, on a le talent. Il existe ici en Algérie. Mais ce talent, il faut l'encadrer, il faut prendre soin. Nos athlètes, nos joueurs de football, c'est comme tous les athlètes, ils n'ont pas où s'entraîner. La meilleure équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, les grandes équipes qui jouent dans le championnat professionnel, ils s'entraînent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de travail par jour. C'est peu. Il faut avoir l'outil de travail. Les infrastructures, donc. Les infrastructures, les encadreurs, et faire jouer les gamins le plus possible. Et après, on aura d'autres à ça diplômés. Une réforme, Yassine, pour finir? Une réforme, moi je crois qu'il faut penser au football et au vrai. Évidemment, il y a une urgence vis-à-vis de l'équipe nationale. Il va falloir régler ce problème très rapidement. Mais pour le football, moi je crois qu'il faut revenir au basique. Il faut créer un collège technique national. Pas un DTN, un bonhomme, ça sert à rien. Un collège technique national, aidé par des experts internationaux, probablement amener
une forte tête pour organiser tout ça et revenir à notre système qui a donné d'excellents résultats, celui des clubs de proximité, et leur donner tous les moyens pour nous redonner. C'est une très bonne idée, docteur, parce que la différence entre le collège et l'assemblée générale, c'est que le collège technique, c'est les partisans du football. Que ce soit techniciens, dirigeants, etc. Tout le monde pourrait contribuer à une bonne réflexion du football. C'est très simple. C'est très bonne. Merci à tous. Merci de nous avoir accompagnés. Voilà, c'est tout pour ce numéro consacré au football, une fois n'est pas coutume. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'ALM. N'hésitez pas à nous envoyer sur Twitter et sur Facebook vos remarques, vos commentaires. On y répondra avec plaisir. Très bonne semaine à tous. À bientôt.